Nouveau numéro de votre émission 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Lentement mais sûrement, le président Patrice Talon boucle à la tête de l'État béninois sa première année de gestion de pouvoir. Une première année d'un règne annoncé comme celui de la rupture qui a permis au peuple béninois d'expérimenter un nouveau mode de gouvernance. L'urgence à l'entame du nouveau départ était bien définie et devait se reposer sur les réformes politiques et institutionnelles, la restructuration de l'économie nationale, la reconstitution du tissu social et la restauration de la crédibilité du pays. Mieux, le chef de l'État avait promis de faire de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours et de la compétence le seul critère de promotion des cadres au poste de responsabilité. Mais un an plus tard, les premiers fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Quel bilan pouvons-nous faire de cette première année de gouvernance du président Patrice Talon, essentiellement sur un plan politique? Eh bien, on abordera la question avec vous, Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Journaliste, vous êtes également le rédacteur en chef de Radio Soleil FM au Bénin. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. On le fera également avec vous, Fortuné Assogba. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Et vous, journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Nouvelle Mutation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Honoré Naoum, cela fait déjà pratiquement un an que le président Patrice Talon a pris les rênes de la République du Bénin. Nous restons aujourd'hui essentiellement sur un plan politique pour essayer de faire un bilan de ce parcours. Peut-on dire aujourd'hui que la rupture annoncée est entrée dans la cité? La rupture, je pense quand même que le mot est trop fort et il faut faire une analyse effectivement en profondeur et qu'on ne saurait juste aujourd'hui dire que la rupture s'est totalement installée dans la cité. C'est vrai que le président qui a pris le pouvoir, le président Patrice Talon, était venu avec un slogan, le nouveau départ. Donc par la suite, on a donc remarqué qu'il y a une coalition qui a été constituée autour de lui. La coalition était appelée Rupture. Mais on a également remarqué que à l'annonce ou bien à la projection du programme d'action du gouvernement, une autre expression est sortie, le Bénin révélé. Donc pour les acteurs qui sont aujourd'hui aux commandes, leur souci c'est de révéler le Bénin. Est-ce que révéler le Bénin est égal encore au nouveau départ? Est-ce que c'est égal à la rupture? Je pense quand même qu'il faut que chaque Béninois puisse observer et faire l'analyse en profondeur. Parce que nous parlons de la rupture. La rupture, ça veut dire quoi? Il y a des pratiques qu'on avait avant, qu'on devrait abandonner pour permettre à la nation Bénin de se révéler, si je dois utiliser le mot Bénin révélé. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, il y a des actes qui ont été posés et il faut célébrer donc le gouvernement pour ces actes-là. Il y a des efforts qui ont été faits, par exemple, sur le plan de l'énergie, où nous avons au moins relativement la quantité ou la qualité, si vous voulez, de cette énergie-là. C'est vrai qu'il y a une promesse. On nous a dit zéro délestage. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes dans un système de zéro délestage. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut jeter l'anathème sur ce gouvernement et dire que le gouvernement n'a pas fait quelque chose. Sur le plan énergétique, on a eu des efforts. Et également, quand vous voyez par exemple le choix des préfets, le choix des chefs-lieux pour donc, les départements et autres qui étaient restés donc, dans le noir depuis fort longtemps, alors qu'on parlait depuis qu'on avait 12 départements. Je crois que c'est une action qui a été posée et on peut donc féliciter le gouvernement pour ce courage-là. En dehors de ça, il y a quelques réformes qui ont été engagées dans l'administration, mais malheureusement pour le moment, on ne pourra donc pas quantifier, on ne pourra donc pas apprécier.
Donc c'est peut-être dans les mois ou les années à venir qu'on saura effectivement que quelque chose a changé. Parce que ce qu'on a toujours souhaité également dans notre pays, c'est qu'au niveau de la chaîne des dépenses, qu'on puisse opérer un assainissement profond. Aujourd'hui, est-ce que cet assainissement est déjà vécu par les Béninois? Je crois que c'est non. Donc il y a des efforts qui sont aujourd'hui déployés, mais ces efforts ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Et qui plus est, moi je l'ai toujours dit, si le président Patrice Talon est venu au pouvoir, c'est d'abord sur le plan politique. Parce qu'il a dit que notre physionomie politique ne permet pas à l'économie de mieux se porter. Et qu'à ce niveau, il faut faire des réformes politiques. Mais quand il est venu, je pense qu'il a beaucoup plus focalisé les attentions sur quelques actions sur le plan économique, surtout en direction de ces entreprises, des entreprises qu'il dirigeait avant d'être élu président de la République. Il a posé des actes. Par exemple, la filière coton, lui-même, il a dit, il respire que la filière coton. La filière coton, c'est son job. Et je dirais même que s'il échoue dans ce domaine, c'est comme s'il a échoué pour le tout. Donc, il a focalisé les attentions sur ces entreprises-là qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées à sa personne. Donc, il a focalisé les attentions et c'est maintenant, vers la fin de la première année de son mandat, qu'il a donc engagé ce processus de révision de la Constitution avec tous les bruits que nous entendons. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que la rupture est totale, mais je peux dire quand même qu'on a posé des pas et on va espérer que ce gouvernement avance fondamentalement pour ancrer la rupture dans la vie des Béninois. Et aussi, il y a eu une rupture sur le plan social. Sur le plan social, les Béninois souffrent plus aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une opération sauvage de déguerpissement qui a été donc opérée. On pouvait faire autrement, on pouvait avoir les mêmes résultats en opérant autrement, parce qu'il y a maintenant une crise sociale. C'est également une rupture, parce que ça tranche avec les autres pratiques. On va donc, certainement on peut dire sur une rupture négative, mais quand même, il y a rupture. L'aspect social dans une autre oui. émission, puisque cette émission est consacrée à l'aspect politique de la gouvernance. Fortuné Achogba, une année s'est écoulée depuis que le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une rupture qui est en train d'être opérée au sommet de l'État? Merci Emmanuel. Une rupture est en train de s'opérer au sommet de l'État. C'est oui, qu'elle soit négative ou positive. Parce que quand vous m'aviez donné le thème de l'émission, je me suis posé cette question. Est-ce que je peux parler de la politique du gouvernement sans parler de son social? Ça a été un casse-tête pour moi. Cependant, je pense qu'on va essayer de faire et d'abandonner le volet social comme vous venez de le dire. Politiquement, aujourd'hui, au sommet de l'État, je pense qu'on ne pourra pas dire qu'il y a une rupture. D'abord, on ne peut pas faire de la rupture avec les mêmes éléments du passé. Ce n'est pas évident. Quand vous parlez, vous dites, on veut faire de la rupture. Et vous venez, et c'est les mêmes têtes pensantes que dans un passé récent, nous avons vu aux affaires qui sont encore là. Je ne sais pas quelle rupture on pourrait espérer véritablement. N'est-ce pas au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle? Ah oui, c'est bien dit. Mais quand on vient et on voit la manière d'opérer du gouvernement, on se demande s'il y avait une ancienne code. Malheureusement, non. Parce que dans les débuts, dans les premiers jours, on a vu qu'on a voulu mettre de côté systématiquement tout ce qui existait. Et quand c'est comme ça, je pense qu'on fausse déjà les données. Les données ne sont plus les mêmes. Et vous-même, vous n'arrivez pas à faire une fondation efficiente pour mettre votre édifice. Et c'est à ça qu'on assiste actuellement. Politiquement, si on va parler aujourd'hui, je ne pense pas que le chef de l'État, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait d'énormes progrès. Non. Non, parce que d'abord, nous avons un environnement politique malsain. Malsain. Et au lendemain
chaque fois, au lendemain d'un nouveau régime, on voit que les hommes politiques deviennent des lézards qui rasent les murs. Tu es allé aux élections avec un regroupement donné, un parti donné, une coalition donnée, tu as échoué, tu dois assumer tes responsabilités. Dis, moi, c'est un idéal que j'ai défendu, c'est une idéologie que j'ai défendue. Ceux qui sont là ne défendent pas la même idéologie que moi. Conséquence, je reste de côté, j'observe et je fais des observations. Et donc, une réforme du système partisan s'imposait à son arrivée au pouvoir. Naturellement, il avait annoncé. Mais on n'a pas vu ça. On n'a pas véritablement vu ça parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est inscrit dans la Constitution, on est en train d'en parler, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'on ne peut pas prendre 2 semaines pour dire, bon, aujourd'hui, voilà ce que moi je propose. Non. Si le chef de l'État voulait respecter vraiment sa parole, je pense que dès le premier jour, il devait enclencher les tractations avec les forces politiques. Ça, totalement, il ne devait pas même mettre ça, dire c'est dans la Constitution d'abord. Il fait déjà ces consultations et on définit les bases. Selon vous, on n'a pas besoin d'une constitution pour faire la réforme du système partisan. Même si on devait l'inscrire dans la Constitution, mais déjà, on réunit les forces politiques qui en discutent eux-mêmes. Parce que tout le monde sait que ça ne va pas tel que ça se présente actuellement. Rien que des clubs électoraux, rien que des partis de famille. Donc, il fallait aller en profondeur. Il fallait réfléchir, prendre le temps suffisamment pour réfléchir à comment aller. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la Constitution et ça fait dans la précipitation au point où même ces bonnes intentions sont mal interprétées par le commun des mortels. Et c'est normal parce qu'il n'a pas pris le temps nécessaire pour en parler, pour consulter ce qu'il faut. Parce que les acteurs politiques, eux-mêmes, ils sont là. Ils savent que s'ils se mettent ensemble, ils seront plus forts. Mais malheureusement, ils savent aussi qu'ils jouent la politique qui consiste, si je suis seul, j'arrive à négocier mieux avec celui qui est là. Alors, honoré Benjamin Naoum, dès sa prise de fonction, le chef de l'État a annoncé que la priorité serait accordée aux réformes politiques, institutionnelles et administratives. Un an plus tard, est-ce qu'on a l'impression que le gouvernement a véritablement avancé sur ce chantier? La réponse est non. Vous constatez que là, on est en train d'opiner sur la révision de la Constitution. Si on avait fini la révision de la Constitution, on aurait pu donc dire qu'on a capitalisé peut-être quelque chose. Donc, effectivement, comme le confrère le disait tantôt, on aurait pu opérer, par exemple, la réforme du système partisan dès l'arrivée du président de la République, avec une loi. Parce qu'on n'a pas besoin, pour dire, par exemple, que si vous avez tel nombre de députés à l'Assemblée nationale, vous arrivez à avoir tel nombre de milliards dans la caisse nationale, on pourra donc vous attribuer ça. Et nous voulons peut-être des regroupements et tout. Donc, mais dès que vous mettez la politique en place, c'est que les gens s'alignent. Et on n'a pas besoin d'aller réviser une constitution avant de prendre une loi pareille. Donc, effectivement, on aurait pu poser un acte à ce niveau-là. Réviser par exemple la charte des partis politiques. Pourquoi pas? On peut le faire. On peut le faire. Et ça, on n'a pas besoin de réviser une constitution avant de le faire. Et je pense que si on l'avait même fait, ça aurait pu faciliter la lecture aujourd'hui au niveau de la constitution même qui est en cours. Parce que vous allez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, quand vous prenez les députés et les citoyens, entre griffes, il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance ne facilite pas la vie dans notre pays. Ayons le courage de le dire, ce sont les députés qui votent les lois, nos représentants à l'Assemblée nationale. Mais une fois à l'Assemblée nationale, il y a une distance avec les détenteurs du pouvoir à la base, le peuple. Donc, fondamentalement parlant, nous nous retrouvons dans une crise et qui est une crise latente. Ce n'est pas maintenant qu'on parle de cette crise de confiance
entre le peuple et bien entendu les représentants Oui, mais on du a peuple. l'impression que cette crise s'est renforcée en l'espace d'un an. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai dit, mais on aurait pu poser cet acte en allant par exemple à la modification de la loi concernant la vie des partis politiques. Si on l'avait fait, on aurait aujourd'hui un environnement beaucoup plus détendu. Parce qu'on aurait déjà senti des blocs se constituer. Et ces blocs aujourd'hui, dès que vous introduisez quand même un projet de société, un projet de révision de la Constitution, ces blocs vont permettre de faire le travail sur le terrain pour sensibiliser. Et les blocs également vont dire de façon formelle leurs souhaits. Parce qu'on a vu par exemple la commission qui a été installée. Cette commission a rencontré beaucoup d'acteurs. Bien sûr. Mais finalement, il y a des gens aujourd'hui qui sortent et qui vous disent, mais ce que nous on a dit à la commission, on n'a pas vu ça dans le document. Ce qu'on a proposé, on n'a pas vu. Donc, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on ne peut pas dire que quelque chose a changé. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que sur le plan politique de notre pays, un an après, on a eu un changement. C'est les mêmes comportements. Il faut voir juste le vote du budget, exercice 2017. Ce budget a été adopté. Mais vous avez vu comment les députés se sont comportés au Parlement? Ce n'est pas le vote à l'unanimité de ce budget qui me pose un problème. Mais quand vous êtes dans une cité, vous connaissez le train de vie des citoyens. Et un gouvernement vous présente un budget pareil sans qu'on ne retire certaines choses. Par exemple, le gouvernement dit taxe sur véhicule et fixe les montants. Mais les députés à l'Assemblée nationale pouvaient dire revoyons un peu ces montants à la baisse. Donc si on réduit un peu ces montants, là où on a dit 20 000, on peut dire 10 000. Là où on a dit 30 000, on peut dire 20 000. Là où on a dit 40 000, on peut dire 25 000. C'est des exemples que je donne. Et en ce moment, le citoyen va dire, mais ces députés sont vraiment soucieux de notre bien-être dans la société. Mais il y a des tasses qui ont été créées. Mais les députés à l'Assemblée nationale n'ont pas posé d'acte, ne se sont même pas exprimés sur ce que le contenu réel de ce document. Et aujourd'hui, les citoyens font face à des tasses. C'est vrai qu'il faut payer les tasses, mais il faut les payer en tenant compte de la capacité de chaque acteur dans une société. Selon vous, cela fait partie des choses qui ont renforcé cette crise de confiance. Effectivement. Où les citoyens se disent maintenant, mais si on envoie ce document à l'Assemblée nationale, comment ils vont opérer? Ils vont faire comme le budget là? Si c'est comme ça, alors là, donc nous, on n'est pas d'accord. Cela dénote selon vous d'une connivence entre le gouvernement, le Parlement, une connivence qui ne dit pas son nom. Attendez, je vais vous donner juste un exemple et vous allez comprendre. Quand le président Patrice Talon a été élu, si vous observez bien, il n'y avait pas réellement de déplacement. Peut-être en catimini, mais de façon officielle. Quand je dis officielle, vous voyez les députés qui sont allés dans une démarche et la presse a été associée, on a assisté à une couverture médiatique et tout. Il n'y a pas eu de descente, moi je n'ai pas remarqué. Maintenant, s'il y en a, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas sur tout le territoire à la fois, mais moi, ici, en tant que journaliste, je n'ai pas vu de déplacement entre l'élection du président, ou je dirais la prestation du président de la République, à la veille du vote du budget. Je n'ai pas eu de déplacement officiel. Mais juste au lendemain de l'adoption du budget, les députés sont allés à la rencontre de leur population. Et pour faire ça, il faut avoir de l'argent pour le faire. Et des acteurs ont tout de suite dit, ils ont voté à l'unanimité, c'est parce qu'on leur a remis de l'argent. Et donc après, ils ont pu maintenant effectuer des descentes pour aller voir leur population et pour peut-être parler à leur population pour expliquer le budget, comment ça a été adopté. Donc, il y a eu de l'argent. Donc, quand vous êtes dans un environnement comme ça, de suspicion, vous n'avez pas grandi. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'au Bénin, on a grandi sur ce plan-là. Voyez encore l'introduction de ce projet à l'Assemblée nationale pour la révision. Le dossier n'était même pas encore enrôlé. Le projet n'est pas encore enrôlé. À la commission,
Le travail n'est pas encore fait, mais les députés étaient déjà sur le terrain en train de dire qu'on sensibilise les populations. Et en réalité, ce n'est pas une sensibilisation. C'est pour aller dire aux populations que le projet est bon. C'est un bon truc qu'il faut soutenir. On a même vu des députés qui ont confectionné des tables et bancs, qui sont allés donner à la base, dans le cadre de la révision de la Constitution. Alors, Honoré Benjamin Ça, c'est Naoum, ce qu'on appelle achat de conscience. Est-ce que Oui. vous êtes en train de dire quelque part que pour cette première année de règne du chef de l'État, le Parlement est devenu un peu comme une caisse de résonance du palais de la Marina? Je ne sais pas s'il faut utiliser l'expression caisse de résonance. Mais moi, je dis tout simplement, Ou il bien n'y a pas la ou bien rupture. antichambre, ou bien couloir? N'utilisez pas de gros mots. Laissez ces gros mots-là. Dites seulement que rien n'a changé. Les pratiques anciennes sont restées. Parce que quand vous dites caisse de résonance, ils vont se lever pour dire, voilà, il est en train de déblatérer. Non, ne déblatérons pas. On ne va pas leur donner, en tout cas moi, je ne leur donne pas l'occasion de penser qu'on est en train de déblatérer. Moi, je dis tout simplement, les députés ont montré un comportement qui ne me rassure pas, qui ne rassure pas un certain nombre de citoyens de la République. Et ça, c'est des pratiques qu'on devrait normalement effacer si on veut aller de l'avant dans une société. Donc, il y a encore des efforts à faire. Si peut-être on est en train de réfléchir, je pense qu'on est encore à la phase de réflexion, mais les actes ne sont pas encore posés pour vraiment une bonne politique, une politique saine dans notre société. Alors, Fortuné Assoba, cette crise de confiance entre le peuple et le Parlement qui s'est renforcée durant la première année de règne du chef de l'État, les députés qu'on accuse de tous les noms d'oiseaux, on les accuse d'être quelque part une caisse de résonance du palais de la Marina, et des députés qu'on a vus par rapport à des propositions de loi, être informés par des gens venant du gouvernement. Dites-nous, Fortuné Assoba, quelle analyse vous faites de tout ceci que nous avons observé durant cette première année de règne du chef de l'État? Non, vous savez, ce n'est que la continuité de ce qui se faisait, ou encore mieux, un renforcement de tout ce qu'on a vécu depuis 27 ans. Parce que moi, je trouve ahurissant qu'un budget chiffré au montant que vous connaissez soit voté à l'unanimité. On a 83 députés. Et personne n'a dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont venus, le gouvernement Talon s'est installé le 6 avril. Ils ont introduit un collectif budgétaire qui a réduit le budget 2016 qui se chiffrait à 1500 milliards à 1200 ou 1400. Ça veut dire quoi? Ils se sont dit, ce n'est pas réalisable. Et on a réduit le budget. Ce budget réduit a été exécuté à quel pourcentage jusqu'à la fin de l'année? On n'en sait rien. Mais 6 mois après, on nous présente le double de ce budget. Il y a un problème. Le Bénin a découvert du pétrole, où on a trouvé les gisements de fer désormais au Bénin. Mais pour qu'en 6 mois, ça se passe comme ça, et que les députés ne se posent aucune question et votent à l'unanimité. Et imaginez, comme Benjamin l'a dit tout à l'heure, avec plein de choses qui accablent les contribuables béninois, dont le panier de la ménagère s'amenuise tous les jours que Dieu fait depuis un an. Je pense qu'il y a un problème. Et c'est normal que la population se dise aujourd'hui, je n'ai plus confiance en cette députée qui me représente. Parce qu'il y a des députés qui ont voté qui ne savent pas le contenu du budget. À qui on a dit, attends, et il s'étonne. Ah, c'est que tu as voté. Je pense qu'il y a quelque chose. Et quand le Béninois lambda est assis, entend ou voit ça, il se dit, mais est-ce que ceux-là sont dignes? Est-ce que ceux-là aujourd'hui représentent vraiment le pauvre Béninois qui se trouve dans
les confins de notre pays. Non, ils sont là certainement pour les intérêts. Moi, je ne veux pas parler de comme Benjamin l'a dit, on ne va pas utiliser les gros mots pour parler, mais il y a un malaise aujourd'hui qui est flagrant. Parce qu'on ne peut pas nous dire, ah, on va voter la Constitution. Non, personne n'est contre la révision de la Constitution. Mais on dénonce la manière. Hier, on a dit, l'autre ne peut pas le faire parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, on a déjà trouvé des expressions aussi. Parce qu'il y a des choses qu'on a mis. La bonne foi du chef de l'État aujourd'hui est mise en cause. Parce qu'il y a des partis qui sont dans la Constitution qui ne laissent plus les Béninois rassurant des bonnes intentions du chef de l'État. Surtout la manière d'y aller. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens. Si on avait mis le temps, comme Jogbenou nous avait dit en 2012, qu'on va traduire cette constitution dans toutes les langues du Bénin. On va en discuter dans toutes les associations, dans les universités. Si c'est ça qui avait été fait aujourd'hui, je pense que tout le monde est rassuré que nous avons un document propre et tout le monde a participé. Et la bonne foi du chef de l'État serait prouvée et applaudie par tout le monde. Alors, si le chef de l'État ne se reproche sur rien, si le projet ne contient rien, pourquoi on ne voulait pas qu'on le fasse et on attend un tollé général avant de dire « Ah, on n'a qu'à rencontrer les gens ». Je pense qu'il y a un problème. Pourquoi on jette le dévolu sur les députés? Parce qu'on a voté un budget avec 83 députés, c'est passé comme ça. On s'est dit « Alors, si c'est ça, on peut aller avec la Constitution, ou si ça va passer comme ça ». Non, c'est clochardiser les Béninois. Et c'est les députés qui sont au premier rang de cette clochardisation. Alors, le projet de révision de la Constitution ne saurait faire un bilan politique sans en parler. Honoré Benjamin Naoum, et ce projet de révision de Constitution était-il vraiment une priorité pour cette première année de règne du chef de l'État? Devait-on forcément faire cette révision avant la fin d'année? Parce qu'à la lueur vont les choses, on sent une certaine précipitation. Et le mois de mars devait être le mois de la révision. Je suis embêté sur la question parce que l'homme en venant a dit « je viens pour les réformes politiques ». Parce que moi, je prends toujours appui sur ce qui a été dit par le passé. C'est d'abord les réformes politiques. Si Patrice Talon était venu juste nous dire qu'il allait faire des réformes économiques, que c'est pour ça qu'il est venu, peut-être que les Béninois ne vont pas voter pour lui. Mais il a dit qu'il est venu pour faire des réformes politiques. Et il avait donné des signaux. Ce qui a certainement rassuré les Béninois, qui ont décidé de l'amener au pouvoir. Donc, s'il vient au pouvoir, sa priorité devrait être les réformes politiques. Mais ce n'est pas parce que c'est votre priorité que vous devriez opérer d'une manière bizarre. C'est le vrai problème aujourd'hui. Précipitation ou non, parce que si moi j'étais à la place de Patrice Talon, c'est le premier sujet que je vais mettre sur tapis. Et si je le mets comme ça me permet peut-être de dire j'ai 1 an pour vider le dossier de la révision de la Constitution. Ça dit que j'introduis le débat là tout de suite. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Mais quand? À la fin, pratiquement à la fin du premier mandat. Oui, mais la commission a été déjà mise en place dès le début du mandat. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un silence. Vous avez eu l'opportunité. Vous avez même pris l'argent dans la caisse nationale pour donner 10 millions par tête à ceux qui ont véritablement participé. Il y a d'autres qui ont accompagné le mouvement, qui aussi ont reçu quelque chose. Mais en gros, un budget de 500 milliards de francs et de 500 millions de francs CFA pour une commission qui vous sort que des recommandations. Mais dis donc, 500 millions de francs pour avoir des recommandations. En temps normal,
Cette commission devrait travailler jusqu'au bout et nous proposer une mouture. Et cette mouture-là, on remet au chef de l'État. Le chef de l'État va dire, bon, moi, j'insiste sur certains points, je vais intégrer, j'ai intégré. Au Parlement d'en décider. Mais ici, on a pris un rapport, on est rentré dans une chambre à coucher, on a préparé un document, on a dit, mais où est le document, où est le document? On cherchait le document, mais quelqu'un vient, un acteur soi-disant politique vient à la télé et qui dit, bon, voilà, ce mois est mois de révision pour nous, le document est déjà prêt, tout est prêt. Et les gens ont commencé par crier, on n'a pas trouvé le document, et un jour on dit, bon, le document est déjà envoyé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Sur le plan politique, c'est des pratiques à proscrire si on veut instaurer la rupture. On parle de la révision de la Constitution. Pour ce que moi je comprends et pour ce que j'entends, pour réviser une Constitution, vous prenez l'avis du peuple. Vous appelez les constitutionnalistes pour vous écrire ce que le peuple a dit. Parce que moi, je peux dire que dans la Constitution, je veux une moto. On doit donner une moto à tout le monde dans le pays. Le constitutionnaliste dit, c'est lui qui va formuler la phrase pour dire que bon, on doit donner des motos à tout le monde. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais j'exprime. Et ça, c'est un exemple vulgaire que je donne. Par exemple, je vais au niveau de la Constitution américaine. Le premier amendement de la Constitution américaine nous dit quoi? Nous dit qu'il faut que leur congrès là-bas ne doit en aucun cas prendre une loi pour réduire la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de s'exprimer. Ça a été le premier amendement. C'est que les États-Unis ont une constitution. Quand ils ont décidé d'amender cette constitution, la première chose à dire, c'est à ce niveau-là. Mais prenez la constitution que les politiciens aujourd'hui veulent nous fabriquer. La constitution, là, depuis 1900, au lendemain de la prise de notre constitution qui est toujours en vigueur, oui. Depuis 1990 jusqu'à ce jour, je pense que ce qu'on a toujours le plus dit dans cette société-là, c'est d'avoir plus de liberté. Laissez-nous marcher, laissez-nous dire notre frustration. On doit protester, on doit quitter Étoile Rouge et aller passer devant le palais de la présidence et aller à tel endroit. Mais vous voulez changer ou modifier cette constitution, mais allez-y voir dedans. Il y a un article 35 nouveau qu'on a créé et qui dit quoi? Qu'en dehors des périodes électorales, il ne doit plus y avoir de manifestation. Il ne doit plus y avoir de manifestation où il ne devait plus avoir d'effigie de ceci, de cela, parce qu'un président est passé, on a vu qu'on a mis ses photos partout. On veut écrire ça dans une constitution. Est-ce que ce sont des acteurs politiques vraiment qui ont pensé une constitution comme ça? Au lieu de renforcer la liberté, on vient encore mettre entre parenthèses cette liberté d'expression, d'association, de pensée. Alors là, on va discuter des libertés tout à l'heure. On ne va pas entrer en profondeur de la Constitution parce qu'on ne va pas en finir. Je vais d'abord écouter... non, ce sont des choix politiques. Bien entendu. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer ces choix politiques. Parce que ça fait partie des réformes politiques. Bien entendu. Parce que vous allez à l'ARAC, on vous a dit qu'il y a réforme. À l'ARAC aussi, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une réforme politique qui doit être opérée. Bien entendu. C'est l'administration. Et les patrons de l'administration doivent réorganiser. On vous a dit, en période de campagne, on va renforcer la présence des journalistes, par exemple, au niveau de la HAC. Ça, c'est une réforme politique qui devrait permettre à ce qu'on ne contrôle pas la HAC. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on remarque? On réduit le nombre, on maintient les 3 professionnels qui étaient là, c'est toujours les 3. On n'a pas dit qu'il faut mettre 5 professionnels, on a dit qu'il faut mettre 3. Le président de la République choisit 1, l'Assemblée nationale envoie 1. Mais qui vous dit que demain, la HAC là ne sera pas, comment dirais-je, embrigadée? D'abord, le nombre est réduit, c'est pour mieux contrôler. C'est ça la rupture que nous voulons
ce sont des questions que moi je Daou, pose. vous avez tout fait pour nous ramener au sein de la Constitution. Alors, Fortuné Asoba, par rapport à cette révision de la Constitution, vous avez certainement des choses à dire. Oui, certainement, parce que vous savez, moi, quand je fais mes analyses, je me dis quelque part, soit le chef de l'État n'est pas bien édifié, parce qu'au cours de la campagne, il sait qu'il a mis la main sur des vérités, et le pouvoir de l'argent dans le milieu politique béninois, le pouvoir de l'argent dans l'élection au Bénin. Mais aujourd'hui, je regrette que le chef de l'État n'arrive pas à se démarquer véritablement. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens parlent, si les gens ne sont plus, les populations ne sont plus d'accord avec les députés, c'est parce qu'il y a cette affaire d'argent qui circule, il y a cette suspicion qui circule. Si je vous comprends bien, le règne de l'argent en politique, c'est renforcé. Voilà, ça se renforce. On a comme impression que ça se renforce. Benjamin Naouma a donné un exemple tout à l'heure. À cause de la révision de la Constitution, des députés PIPA ont fait des tables à aller donner à leur base. Alors que depuis la fin des élections, on n'a pas vu ceux-là aller même au village, aller saluer les parents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une contradiction qui s'installe. Il y a comme le chef de l'État se trouve embrigadé par ce pouvoir d'argent. Je vais vous dire ceci. Je dis bien que je ne dédouane pas Patrice Talon, mais il est en face des gens qui ne respirent que par ça, par le pouvoir de l'argent dans la politique. Et c'est le moment pour lui de dire, écoutez, si mon programme, si mon projet passe à l'Assemblée, tant mieux. Si ça ne passe pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je vais corriger. Mais qu'il évite de donner de l'argent à ces gens-là. Parce que l'information persiste et ça dure. Je pense que s'il veut vraiment réussir cette réforme, il n'a qu'à dire, les gars, je ne donne rien. Si vous voulez voter, si vous êtes d'accord, si vous trouvez le sujet pertinent, votez. Si vous ne trouvez pas pertinent, rangeons et corrigeons. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il va passer à côté de ces réformes, il va passer à côté de ce qu'il avait dit pendant la campagne. Fortuné Asoba, nous allons évoluer dans ce débat. Intéressons-nous un peu à la gouvernance du chef de l'État. Dans son discours d'investiture, il a déclaré, je cite, « J'entends rétablir un État de droit respectueux des principes démocratiques et des libertés individuelles. » Fin de citation. Et un peu plus loin dans son discours, il dit ceci, je cite à nouveau, « Je m'attellerai à assurer et préserver la liberté de la presse ainsi que l'accès équitable de tous aux organes publics de presse. » Fin de citation. Justement, sur les questions de liberté, comment pouvons-nous apprécier cette première année de gouvernance du chef de l'État, Fortuné? Non, c'est nul. Je suis Carrément. Un acteur des médias. Carrément. Oui, je vous assure que c'est nul. Le chef de l'État est garant des libertés, mais malheureusement, nous n'avons plus de liberté au Bénin. La liberté de presse n'existe plus. Et il devrait taper du poing sur la table. On dit effectivement, il y a chaque institution a ses pouvoirs, mais le chef de l'État, au-delà de tout, peut dire, mais écoutez, sous mon règne, je ne veux pas qu'il y ait ça. Comment on va fermer des radios, on va fermer des télés? C'est des espaces d'expression qu'on a réduits. Et le chef de l'État n'a jamais fait cas au cours de ce discours officiel pour dire, écoutez, mon pays ne doit pas être comme ça. Oui, c'est normal. On dit la liberté d'expression est garantie et protégée. Mais quand vous en abusez, vous allez faire les frais. Est-ce qu'il y a déjà abus au Bénin ici? Est-ce qu'on en a abusé déjà? Non. Pour qu'on réduise les espaces d'expression. Je pense que sur ce plan-là, le chef de l'État a essuyé un échec cuisant. Il n'a pas su se contrôler ou bien il n'a pas contrôlé. On va nous dire que c'est l'institution HAC qui a fait. Non. Non. Il pouvait, si on fait ça, nous on a crié. Il devait nous appeler, il devait nous recevoir. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, c'est vrai que chaque institution est autonome, mais je verrai pas avec mais les pouvoirs qui me sont conférés, je vais rencontrer l'institution et comprendre davantage ce qui se passe. Mais jusqu'à ce jour, rien n'y fait. On en est là. Des organes, des espaces, des expressions sont fermés. Il y a un problème. Fortuné, vous êtes tout de suite attaqué à la liberté de presse. Honoré Benjamin Naoum, sur le plan des libertés en général, liberté individuelle, liberté de presse, votre appréciation? Je ne sais pas s'il faut donner l'appréciation tout de suite, mais je pense qu'il faut présenter les faits. Les faits ici, avec la gouvernance de Patrice Talon, j'ai vu un arrêté préfectoral qui interdit par exemple toute manifestation de protestation dans la ville de Cotonou pour 1 mois. Parce qu'il y a des opérations de déguerpissement à faire. Donc personne n'a le droit de protester. Ça, c'est un fait. J'ai vu qu'à Cotonou, on a tracé des lignes rouges. Donc si vous voulez marcher, si vous voulez protester, il y a des lignes à ne pas franchir. C'est un exemple. On a par exemple interdit des activités aux organisations estudiantines sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Heureusement, la Cour a dit que c'est en violation de la Constitution de notre pays. Voilà des actes qui ont été posés. Vous voyez par exemple la presse aujourd'hui, comment ça fonctionne. Au début, quand le président Patrice Talon est venu, il a décidé de suspendre les organes, de suspendre les contrats avec les organes de presse privée. Ce que malheureusement, en son temps, vous avez apprécié. Tout à fait. On ne va pas rentrer dans les polémiques. Non, ce n'est pas... Nous sommes presque à la fin. Ce n'est pas une polémique. Au contraire, moi, je soutiens et je renforce mes opinions là-dessus, jusqu'à ce jour. Quand on a dit qu'on a suspendu ces contrats, moi, je dis, mais bravo. Et j'ai vu dans la presse comment les écrits étaient conçus comme cela se doit. Avec plaisir, on lisait. Mais depuis que, en catimini, parce que je dis en catimini, ce n'est pas officiel, en catimini, la présidente de la République a repris les contrats avec les journaux. Vous avez vu? Je prends juste l'exemple, je prends juste l'exemple de la journée du jeudi. Tous les quotidiens qui sont au biberon, qu'on peut qualifier de au biberon aujourd'hui, eux tous, ils ont dit que le président Talon a dit que Azanaï reste son ami. Et c'était en manchette. On parle de la gouvernance d'un pays et vous dites ami, que Azanaï reste son ami. Qu'est-ce que ça a à voir, l'amitié à voir avec la gouvernance? Justement, la liberté. C'est ça, c'est ce que je dis, la liberté. Si ces organes étaient libres, n'étaient pas au bureau, n'étaient libres, devraient faire un travail efficace, on ne peut pas mettre en manchette. Le président de la République dit que candidat Azanaï est son ami. Celui qui écrit ça n'est pas libre. Quand on dit, permettez, nous sommes à la fin. Oui, vous êtes à la fin, je suis d'accord. Mais quand on vous dit, par exemple, que des magistrats ont marché sur le Parlement et que des journaux n'ont pas relayé, des journaux qui sont sortis le lendemain n'ont pas relayé, on dit que les tribunaux sont fermés et des journaux n'en parlent pas. Mais on va dire des choses qui font plaisir au gouvernement. Ça, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté. La liberté, ce n'est pas à moitié. C'est un total. Donc, un ensemble qu'il faut défendre tous les jours. Si je vous comprends bien, donc, la liberté a pris un coup. Moi, je vous ai présenté les actes. Tirez les conclusions vous-même. Alors, vous avez évoqué le nom, candidat Azanaï. On ne peut pas finir cette émission sans évoquer la question, puisque nous faisons un bilan politique. La première année du président Talon, on a constaté qu'il y a des alliances qui n'ont pas tenu leurs promesses. Le chef de l'État, quand on observe bien cette première année de gouvernance, a perdu 2 soutiens de taille. Candidat Azanaï dernièrement, Sébastien Ajavon, qui s'est également écarté de la gestion du pouvoir. 1 minute chacun. Honoré Benjamin Naoum, doit-on croire que la gestion des alliances politiques a été le talon d'Achille du chef durant cette première année? Au lendemain de l'élection de Patrice Talon, à ce niveau, je voudrais vous dire une chose, en toute honnêteté. Quelqu'un qui a envie de bien faire, il devrait fédérer tout ce bloc-là. Parce qu'il y avait des gens qui l'ont accompagné pour la rupture. Si je veux faire autrement, si je veux changer, comme on le dit, instaurer la rupture,
J'appelle tous ces acteurs-là. Je dis, venez. Maintenant, là, vous êtes derrière moi, vous voulez m'accompagner. Voilà la vision, voilà ce que je veux. Mettez-vous ensemble, constituons un bloc politique pour ce pays. Il avait la capacité de faire ça. Mais il n'a pas fait. Le fait qu'il ne l'ait pas fait constitue... Ça a déjà des implications. Je vous dis ça a déjà des implications. Mais il y a des gens des blocs politiques où on vomit le nom du chef de l'État tous les jours. Des gens qui t'ont soutenu pour que tu arrives, aujourd'hui sont en train... Donc la gestion des alliances politiques a été un talon d'Achille politique. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, il faut le dire. Fortuné Assoba. Merci, je pense que c'est bien dommage qu'après un an, qu'on constate l'effritement de ce bloc qui, il faut le dire, a fait vibrer le Bénin. Et qu'en moins d'un an, on constate que l'édifice s'est effondré. C'est dommage, mais je reste confiant que le chef de l'État a les ressources nécessaires pour se rattraper et solidifier ses alliances autour de lui pour les 4 ans à venir. Merci à vous d'être passé sur le plateau Merci. de cette émission. Honoré Benjamin Ndaoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin. Fortuné Assoba, directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse. Nouvelle mutation. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été une fois encore à notre compagnie. Très bonne suite des programmes sur SICA.